Amis rôlistes, bonjour, je suis Ectélion et aujourd'hui je vous accueille dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui donc nous allons parler de ces petits bouts de carton qui coûtent une fortune et qui sont pour certains indispensables et très utiles et pour d'autres l'antithèse du jeu de rôle selon eux parce que tout un tas de raisons que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Donc avant de commencer la vidéo, ça commence à être une habitude, quelques petites annonces. Le temps que cette vidéo sorte, j'aurai ouvert une page Facebook pour le bazar d'Ectélion. Je vais arrêter de publier en mon nom propre et puis il y aura une page avec les vidéos et on pourra voilà, peut-être se servir de la page Facebook pour d'autres petites choses. Et puis je vais aussi ouvrir un compte Instagram. Instagram, dessus je publierai régulièrement des photos, choses que je reçois, voilà, lancer des petites choses comme ça, histoire de faire vivre un petit peu niveau réseaux sociaux. Et puis pareil, dans la description, donc vous allez retrouver les liens pour ces nouveaux réseaux sociaux-là. Mais j'oublie à chaque fois de le mettre, mais j'ai aussi un Twitter que vous retrouverez dans la description. Je suis pas beaucoup actif, je fais surtout annoncer les vidéos et répondre à d'autres gens, mais je vais essayer de faire un effort au niveau réseaux sociaux. C'est pas tellement mon fort à la base. Moi, je suis du genre à avoir un compte Facebook qui ne publie jamais rien et avoir ma famille en ami, mais ils entendent jamais parler de moi, quoi. Voilà, donc je vais essayer d'être un peu plus actif. Et puis voilà, donc ça c'était les annonces du jour. Allez, c'est parti pour nos écrans de jeu. Donc tout d'abord, les écrans de jeu, qu'est-ce que c'est? Si jamais il y a des gens qui connaissent pas un peu le principe ou des nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue dans le hobby, j'espère que ça vous plaît. Ce qu'on appelle un écran de jeu, un écran de maître, l'écran du DM, l'écran du MJ, peu importe, c'est un écran de jeu. Donc ça ressemble à ça, hein. Là, je prends un exemple, voilà, là c'est Eclipse Phase, il me semble, exact. Hop, donc on a toujours, ou presque, une illustration côté joueur, et puis on a de l'autre côté, on a des tables qui sont utiles pour le MJ. Il en existe de toutes formes. On a des formats paysages, on a des formats portraits, on a des écrans 3 volets, 4 volets, 5 volets. Voilà, il y a de plus en plus d'écrans, même si la majorité qui sortent aujourd'hui vont être plutôt en format paysage et en 3 volets. Généralement, c'est pas mal ce qu'on voit. Il y a encore des exceptions, hein. Si je prends par exemple, hop, voilà, l'écran de Slay Industries. Là, celui-là, c'est un 4 ou 5 volets déjà. Voilà, c'est un 4 volets, et puis il est en portrait. Voilà, il n'est pas en paysage, et c'est un des plus beaux écrans que j'ai d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui il en existe toutes sortes, et il y a beaucoup d'avis sur ces écrans qui divisent entre les gens qui vont vous dire non, franchement, on n'utilise pas d'écran, ça crée une barrière entre les joueurs et le MJ, et d'autres qui vont vous dire ah si, utilise un écran, ça te permet de tricher. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques temps, vous le savez, je suis un fan des écrans de jeu. Voilà, j'en ai quand même pas mal, je pense que ça se voit. Et encore là, c'est qu'une partie de ceux que j'ai fait une sélection bien trop exhaustive, mais c'est pas grave, on va pas tous les voir, je vous rassure. Voilà, j'adore les écrans de jeu pour tout un tas de raisons que je vais expliquer. Et à chaque fois que je vais acheter un jeu, eh bien, je vais aller regarder si l'écran de jeu existe. Et s'il existe, je vais l'acheter aussi. Pour moi, ça fait partie du package livre de base et écran. Ça vient ensemble. Voilà. J'ai toujours fait comme ça et je continuerai à faire comme ça. Mais c'est un sujet qui divise, comme je vous disais. Et à chaque fois que je vois des raisons d'utiliser ou pas des écrans, je trouve toujours que ça tombe un peu à côté de la plaque. Selon moi, en tout cas. Donc, je vais vous donner mon avis. Voilà, vous avez le droit de me donner le vôtre en commentaire. J'espère vraiment que j'aurai votre avis en commentaire. Est-ce que vous utilisez ou pas des écrans de jeu? Est-ce que c'est un sujet qui vient vous chercher? Est-ce que vous en foutez? Pourquoi vous utilisez des écrans? Dites-moi tout ça. J'aimerais bien avoir vos avis. Vraiment, hein, c'est sincère. C'est même pas une question de référencement, c'est vraiment sincère. Même si oui, effectivement, ça va aider le référencement. Donc, au niveau des écrans, beaucoup vont vous dire ouais, les écrans, ça sert à tricher. Et ça, c'est vraiment un point qui m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis MJ et joueur depuis longtemps et je ne triche jamais, que ce soit en tant que joueur ou que ce soit en tant que MJ. Je demande à mes joueurs de ne pas tricher et en tant que MJ, j'estime que je ne dois pas tricher non plus. Pour tout un tas de raisons, ça va être un peu confus, mais je vais essayer d'expliciter ce point. Pourquoi je ne triche pas en tant qu'MJ? Parce que beaucoup vont vous dire, oui, tricher en tant qu'MJ, tu as le droit de le faire. De toute façon, tu as tout le temps le droit de faire ce que tu veux à ta table. Parce que ça va servir l'histoire. Et à côté de ça, on va vous dire, un joueur ne doit pas tricher, parce que de toute façon, qu'il réussisse ou qu'il fasse un échec, ça va faire avancer l'histoire. Et moi, je trouve qu'il y a toujours deux poids, deux mesures dans ce cas-là. D'un côté, les joueurs, ils n'ont pas le droit de tricher parce que ça va faire avancer l'histoire d'une façon ou d'une autre. Ou du moins c'est pas bien qu'ils trichent.
Et de l'autre côté, le MJ, lui, il a le droit de tricher pour faire avancer l'histoire dans le bon sens. Donc ça veut dire, selon moi, deux choses. Soit il y a une grosse faiblesse dans le jeu de rôle et on ne peut pas faire avancer l'histoire en cas de mauvais jet, enfin du moins un jet qui va vraiment impacter les joueurs. Et dans ce cas, bah, il y a une faiblesse dans le hobby en général. Ou alors il y a une faiblesse directement dans ton jeu que tu as choisi, voilà, que tu es en train de jouer. Si il y a un échec et que ça devient bloquant, pour moi c'est vraiment un problème du jeu. Voilà. Je cite un exemple bien connu, l'appel de Cthulhu. Quand vous faites un jet de trouver objet caché et que vous le perdez et qu'il y a l'indice principal qui est là, eh bien n'importe quel MJ un peu expérimenté, au lieu de tourner autour du pot pendant 150 ans parce que les gens n'arrivent pas à le trouver à cause d'un jet de dés, ils vont simplement soit donner l'objet aux joueurs, soit ils vont le déplacer à un autre endroit pour que les gens puissent retenter leur chance ou des manipulations scénaristiques du genre. Et ça, quelque part, c'est tricher avec le jeu tel qu'il est. C'est pallier une faiblesse du jeu. J'ai rien contre ça. Hein. Attention, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai rien contre le fait de venir corriger une faiblesse du jeu, mais il faut admettre qu'il y a une faiblesse. Donc pour revenir au niveau des écrans et de la triche, pour moi, si le MJ est obligé de tricher pour pouvoir faire avancer l'intrigue comme il faut ou pour sauver quelqu'un, alors ça c'est un autre point, je vais revenir après juste après, mais voilà, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Si la personne n'est pas censée mourir ici parce que ce serait trop stupide, il faut que le jeu intègre des mécaniques qui permettent aux joueurs de se sauver. Par exemple des points de destin, par exemple des blattes de chance qu'on peut avoir dans un Sectopia, où en échangeant, on va échanger la couleur avec le MJ, ce qui fait que l'ennemi, le nous décapiter, ben, nous aura juste fait un peu mal, ou même il aura carrément échoué. Donc voilà, il faut que le jeu intègre des mécaniques comme ça qui permettent de prévenir les morts stupides. Voilà, parce que je suis totalement d'accord avec tout le monde qui vont me dire oui mais t'avoueras quand même que bon on commence l'aventure, il y a 4 gobelins qui sont là, t'envoies le guerrier qui normalement devrait pouvoir passer au travers, il fait que des jets de merde et puis les gobelins ils font que des réussites critiques et ton guerrier niveau 1 il vient de mourir. C'est stupide. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce cas, en trichant au dé, donc en venant changer les dés des gobelins dans ce cas-là, pour que bah, finalement, non, ils font pas des réussites critiques, ils vont faire juste des réussites ou alors des échecs, voilà, eh bien, vous venez dans ce cas-là de pallier un problème du jeu avec de la triche, littéralement, et pour moi, c'est une faiblesse du jeu dans ce cas-là. Je sais pas si vous me suivez, je sais que c'est un peu confus, mais j'essaye d'être clair. Euh, donc, si ton jeu n'intègre pas des mécaniques de prévention de choses stupides, change de jeu. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et mon point de vue là-dessus en tant que joueur, je déteste être sauvé. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est dans les interviews qui durent une éternité et demie. Donc, voilà, moi en tant que joueur, je déteste ça. Si jamais on joue ensemble dans une campagne et que mon personnage, à un moment, il doit mourir, bon, je suis quelqu'un qui a aussi eu peu l'occasion d'être joueur aussi, mais je m'attache à mes personnages quand je les joue, il n'y a pas de problème. Mais s'il meurt, il meurt. J'ai pas de problème avec ça et je vais même essayer de faire en sorte qu'ils aient une belle mort. Donc si jamais on est dans un combat épique, etc., et que ben là, clairement, je peux pas m'en sortir, si jamais je vois que le MJ me sauve, soit en mettant un Deus Ex Machina, soit d'un seul coup tous les ennemis font des échecs alors qu'il me reste un point de vie et que je suis mort le tour d'après, ben non. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Si je dois mourir, je dois mourir. J'ai pas à être sauvé par la main du destin, par le MJ. C'est pas quelque chose que j'accepte en tant que joueur, donc je le pratique pas à ma table. Voilà. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui détestent voir leur personnage mourir. Mais bon, c'est mon avis en tant que joueur. Si tu viens me retirer ce danger de mort, je vois plus à quoi ça sert de faire des combats, par exemple. Voilà. Si, je sais pas, je prends l'exemple de Donjons et Dragons, hein, ou n'importe quel jeu de fantasy où il y a des combats, ben si tu viens me retirer le danger de mort ou même le danger tout court, bah moi je vois plus l'intérêt en fait de mettre des combats. On fait simplement vous avez rencontré 4 gobelins, vous êtes passé dessus parce que pour moi on vient de perdre la substance, enfin la substance, une des grosses particularités du jeu et au final bah autant tout enlever, ça sert plus à rien en fait. Si j'ai jamais de risque, la récompense ne m'intéresse pas. Voilà, c'est un peu comme faire un jeu vidéo en mettant les codes à chaque fois qu'on est un peu bloqué quoi. Voilà, il y a un côté, je sais pas, ça débalance la chose et ça m'énerve.
Et donc si c'est pour jouer comme ça, autant jouer à des jeux qui mettent pas autant l'emphase sur le combat, je sais pas, Dune par exemple, ou des choses comme ça, autant jouer à des jeux qui vont pas vous mettre dans des situations où vous risquez vraiment la mort tout le temps en cas de conflit. Bref, ça c'était une grosse aparté donc sur la triche, voilà. J'ai essayé d'être clair, à mon avis ça ne l'est pas, je vais remontage, mais j'ai essayé d'être clair. Donc cet argument de les écrans ça sert à tricher, franchement ça me saoule. Et puis la citation de Gagax qui dit que les dés ça sert à faire du bruit derrière l'écran, en gros on triche et voilà, il pouvait pas fermer sa gueule celui-là. Franchement, il y a un moment, c'est vraiment chiant en fait. Vraiment, les gens qui me disent oh, tu utilises un écran donc tu triches. Oh, tu utilises un écran donc t'es machin. Non, en fait. Je ne me sers pas d'un écran pour venir tricher, pour venir changer les choses, cacher des affaires aux joueurs. Oui, je cache peut-être mes notes de scénario, effectivement, pardon, excuse-moi de prévenir le fait que tu puisses voir que dans la scène où tu te diriges, il y a telle personne qui a tel intérêt. Enfin voilà, il y a un moment, pour moi c'est normal, voilà. Mais attention, je respecte tout à fait que certains n'utilisent pas d'écran. Il n'y a aucun problème. Et franchement, à mes parties, si jamais les joueurs veulent que je fasse les jets de dés devant eux, j'ai aucun problème. Je mets l'écran sur le côté et puis je fais les jets devant eux. Et puis ils verront que je triche pas. Et puis moi, ça me change rien. Parce que, encore une fois, je vais jeter les dés derrière l'écran simplement parce que l'écran est devant moi et que je vais jeter les dés là où c'est le plus pratique. Je vais pas normalement me lever pour aller jeter les dés devant. Voilà, donc si jamais à ma table ça devient un problème en me disant oui, on n'est jamais trop sûr de tes jets de dés, il faudrait que tu les fasses devant nous. Si tu veux, franchement, je le prendrais peut-être un peu mal, mais bon, il n'y a aucun problème, je vais faire les jets devant les joueurs. Mon écran ne me sert pas à ça. Mais à quoi me sert-il cet écran? Eh bien, pour moi, il a deux gros intérêts. Pardon, hein, je galère un petit peu avec les écrans qui tombent. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo en ce moment, mais depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de tomber. Donc, pour moi, il a deux gros intérêts. Hop, je prends l'écran d'Historia par exemple. Voilà, Historia Univers 5ème édition qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. On en reparle bientôt. Tout d'abord, l'illustration côté joueur. Je trouve que ça permet de plonger la table dans une ambiance. C'est con, ça peut vite devenir répétitif. Je suis d'accord avec ce point-là. Quand c'est tout le temps la même image et que l'image est un peu plate, ça peut être chiant. Mais ça permet tout de même on va dire, de créer une espèce de cadre. Voilà, avec les gens autour de la table, ça permet de les mettre dans une ambiance, voilà, quelque chose. Et il y a des écrans qui sont très bien faits avec des détails partout. Ça m'est arrivé en 2019, je pense, en jouant au jeu Torchbearer, la première édition. Eh bien, il a un écran avec un dragon, c'est un jeu de dungeon crawling. Donc, on voit au-dessus un peu la forêt, je crois, de mémoire. Je vais essayer de retrouver l'image, mais on voit la forêt, et puis on voit des tunnels, des machins, des trucs, il y en a de partout. Il y a un dragon dans un coin, bref, il y a vraiment plein de choses. Et à chaque partie, j'étais joueur à cette époque-là, et le MJ, j'étais passionné par son écran. J'ai même failli acheter juste l'écran, je le trouvais magnifique. Et il résume bien le jeu, c'est un jeu de dungeon crawling, donc on voit bien que c'est du dungeon crawling. Et en même temps, bah, à chaque partie, tu peux t'amuser un peu à faire où est Charlie, à les retrouver, voilà, quand c'est pas, quand t'as une petite perte d'attention, ou voilà, tu peux t'amuser à aller regarder un peu les choses sur l'écran. Et je découvrais à chaque partie des petits détails que je n'avais pas vus les parties précédentes, même si j'ai pas fait beaucoup de parties à cette table-là. Donc voilà, l'illustration côté joueur, déjà, moi je trouve que ça permet de créer une ambiance. Mais évidemment, si j'aime autant les écrans, c'est pas du tout pour ça. Moi, si j'aime autant les écrans, ça va plutôt être pour la phase côté MJ. Parce que côté MJ, je reprends mon écran d'Historia. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, hop, ici. Côté MJ, on a toutes les tables, des choses comme ça, qui vont être utiles. Et pour moi, ça, c'est très important. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge au niveau des règles. Je serais incapable de vous citer les compétences de Donjons et Dragons, alors qu'en ce moment, je fais jouer du Donjons et Dragons. Donc voilà, je me perds tout le temps dans les noms des compétences, les noms des machins. J'arrive devant mes joueurs, je serais incapable de demander un jet de X ou de Y sans avoir à minima la feuille de personnage devant moi si les compétences sont marquées dessus. J'ai essayé, je ne m'en souviens pas, donc avec mon écran, je viens pallier une de mes faiblesses, je viens me rappeler de choses que je dois demander en partie. Donc soit, comme je dis, les compétences, les choses comme ça,
mais aussi tout ce qui va être prix. Hey, tavernier, un verre de vin, combien je vous dois? Ah merde, je me souviens plus du prix de la liste des machins. Bon, encore faut-il qu'on s'en soucie vraiment. Mais ben voilà, là avec un écran, tac, une consommation, 5 pièces de cuivre, ok, bah 5 pièces de cuivre, mon brave, puis terminé. Et en faisant ça, grâce à l'écran, j'ai mes choses dessus. Donc je peux savoir le prix d'une chambre, le prix d'une location de cheval, etc. Des choses que si jamais vous êtes un MJ un peu pointilleux qui veut vraiment respecter la chose, bah, ça peut vraiment vous aider. Parce que franchement, inventer des prix à la volée comme ça, je le fais aussi. Mais parfois, bah, il y a deux sentiments possibles. Soit les joueurs vont dire, ah vache, c'est pas cher. Et là, tu te dis, merde, j'ai complètement loupé mon truc. Par exemple, la potion de soin qui va coûter 10 pièces d'or, les joueurs risquent de dire, c'est pas cher. Bah oui, parce qu'une potion de soin pas chère, c'est 35 pièces d'or normalement. Même si le prix peut paraître exagéré pour l'effet qu'elle a. Mais voilà, c'est le prix normal. Et puis là, 10 pièces d'or. Donc après, évidemment, vous pouvez rebondir là-dessus sur pourquoi c'est pas cher et tout, si vous vous rendez compte de la chose. Mais à contrario, si vous commencez à dire 45 pièces d'or, ben pareil, les joueurs vont dire, ah vache, c'est cher. Bah oui, c'est cher, mais et puis là vous êtes obligé de partir dans de l'improvisation sur pourquoi est-ce que ici spécifiquement le prix de la potion de soin est plus cher. Parce que quand vos joueurs ils vont vous dire combien je vous dois pour deux potions de soin, eh bien normalement vous auriez dû leur dire 70 pièces d'or. Là, vous leur dites 90, ils vont se poser des questions parce qu'ils s'attendent pas au fait que bah, vous connaissez pas vos prix en fait, tout simplement. Sauf que mes amis, je suis désolé, mais on ne peut pas, enfin en tout cas moi je ne peux pas me souvenir de toutes les listes d'équipements, les listes de prix, les machins, le prix d'une nuit à l'auberge, le prix d'une potion de soin, etc., etc. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Voilà, c'est peut-être une faiblesse que j'ai. Si jamais vous arrivez parfaitement à vous en souvenir, eh bien, grand bien vous fasse. Mais moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Donc, je me repose sur mon écran de jeu, dans lequel j'attends qu'il y ait ces informations-là pour qu'en partie, je puisse m'y référer si besoin. Mais maintenant qu'on a vu à quoi sert un écran et pourquoi est-ce que j'utilise un écran, eh bien, on va pouvoir passer à la prochaine partie. On va parler ensemble. Je vais vous montrer des exemples de ce que je considère comme étant de bons et de mauvais écrans et quel type d'écran il existe. Alors voilà, j'ai trié un petit peu les bons et les mauvais élèves de chaque côté. C'est un peu pas très agréable, j'en ai un peu de partout, mais écoutez, on va essayer de s'en sortir. Donc les bons élèves sont à gauche, les mauvais élèves sont à droite. Mais déjà, quel type d'écran existe-t-il, mes bons amis? Eh bien, moi, j'en différencie trois types. Il y a les vrais écrans, portraits et paysages, et puis il y a un troisième type que je considère plus comme étant une aide de jeu plus qu'un écran, mais ça reste quand même un écran, on revient tout de suite là-dessus. Donc déjà, je vous disais portrait et paysage. Ben, pour ceux qui ne savent pas, donc vous avez les paysages qui sont comme ça, hein, voilà. Donc quand on est à table, ben, on a la tête qui dépasse bien de l'écran. Ça ne gêne absolument pas la vue des joueurs. Ça, c'est très cool. Et puis à côté de ça, nous avons des écrans qui vont être en paysage, comme celui-ci. Donc là, par contre, ça devient un peu grand, même si celui-là, ça va encore, mais ça peut être un peu une gêne parce qu'on peut avoir l'impression d'être comme ça. Donc c'est un peu chiant en partie, genre, fais-moi un jet de... Voilà. J'exagère un peu, mais bon, ça peut être un peu moins pratique pour la communication avec les joueurs en partie. Par contre, les écrans portraits, à contrario des écrans en paysage, eh bien, ils permettent au MJ de mieux lire, je trouve en tout cas, l'information est plus facilement accessible. Voilà. Un écran paysage, il y a des fois où on est un peu genre, attends, je cherche un peu. Voilà. Mais bon, l'un et l'autre se valent. Je préfère utiliser des écrans paysages pour la facilité Je commence déjà à mêler les bons et les mauvais, moi. Pour la facilité de communication avec les joueurs. Mais j'ai rien contre le fait d'utiliser un écran paysage. La preuve, j'ai mis un écran paysage dans les bons élèves. Voilà. Donc, on a ces écrans-là, donc paysage portrait. Et puis, il y en a un troisième type. Hop. Oui, j'ai pas cité, hein, mais il y a des écrans qui sont en carton, comme ça, dur. Et puis, il y a des écrans qui sont souples. Voilà. Plus ça va, plus je vieillis, dirons-nous. Je reconnais tout à fait le fait que les écrans en carton dur font un peu plus classe, de meilleure qualité, mais je préfère à l'usage maintenant les écrans souples. Voilà, comme celui-là, c'est Against the Dark Master. C'est un écran souple, et en fait, je préfère maintenant les écrans souples pour une simple et bonne raison.
En partie, je vois rarement la différence en fait quand je suis dans ma partie. Des fois, les écrans souples ont tendance à moins bien tenir, mais bon, en vrai, c'est pas trop un problème normalement. J'ai un écran qui tient pas et c'est un écran dur, mais l'avantage que j'y vois, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher. Pour quelque chose comme 12 $, vous avez votre écran format souple, et puis un écran dur, c'est tout de suite dans les 24 $, etc. Donc moi personnellement, je commence à rentrer dans une phase de ma vie où les jeux, moins ils coûtent cher, mieux ça me va. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu trop ce culte de livre-objet, de voilà, il faut que ce soit blindé d'illustrations, tout en couleur. Voilà, il y a un moment où on perd un peu de vue qu'on est censé utiliser le livre pour jouer, pour le lire, s'en servir voilà, en prenant des notes à côté, etc. Donc faut qu'il soit facile à manipuler. C'est encore un autre problème. Mais pour les écrans, c'est un peu le même principe. Une fois que je l'ai posé sur ma table, moi ce que je veux, c'est mes informations. Le fait qu'il soit dur ou pas, je m'en fous un petit peu. Mais donc Against the Dark Master, ils ont ce format donc souple. Mais surtout, ce pourquoi je voulais vous en parler, c'est que moi je qualifie ça de semi-écran. Parce qu'en fait, si on prend côté joueur, nous n'avons que deux volets avec une illustration qui va en rappeler des souvenirs à certains. On en reparlera quand on fera la critique du jeu bientôt. Mais si on voit les autres volets, comme ça, voilà, on voit qu'il y a des tables et des choses à se souvenir dessus. Et puis de l'autre côté, pour le MJ, on a aussi des choses à se souvenir dessus, les tables nécessaires à la résolution des jets. Bon, alors ça paraît compliqué comme ça, on en reparle bientôt, vous allez voir, c'est pas compliqué au final. Euh, pour moi, c'est un écran que je ne mettrai pas comme ça. Voilà, cet écran, je ne le poserai pas, donc avec les tables pour les joueurs. Voilà, hop, voilà. Moi, ça c'est un écran que je ne mettrai pas comme ça. Tout simplement parce que c'est des choses dont j'ai besoin aussi, moi, en partie en tant que MJ. Et donc, si elles me sont cachées, ben, forcément, je vais pas les voir. Donc, si je les ai pas, il ne me sert à rien mon écran. Et donc, pour moi, ça fait partie d'un type d'écran qui, je sais pas comment on appelle ça, ou je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais pour moi, ce sont des écrans aides de jeu. En fait, voilà, en partie, j'ai mon écran qui est plié avec moi. Et puis, quand je veux regarder un truc, je l'ouvre. J'ai mes deux tables ici. Et puis, je peux regarder dedans les tables de résolution. Tac. Voilà. Et je regarde directement. Mais c'est un écran que j'ai juste avec moi. Comme ça, c'est une aide de jeu. En fait, c'est plus un écran à ce moment-là. C'est un écran que je ne vais pas déployer pour les joueurs. Même si, bon, pour les joueurs, ce truc-là, ça peut être pratique, mais on est bien d'accord que c'est pas forcément le truc qu'on a envie de voir quand on est en pleine partie. Voilà, on préfère se plonger dans une belle illustration que dans des tables. Certains des fois mettent la carte du monde, c'est un truc que je trouve un peu bête. Je crois pas que j'ai d'écran comme ça, mais généralement ça fait des labels tout petits, on comprend rien de ce qu'il y a écrit, ça sert à rien quoi. Donc voilà, je comprends pas forcément ces choix-là, mais Against the Dark Master, c'est un écran que j'aime bien parce qu'il est pratique à utiliser en partie, mais c'est plus un écran à mon sens. Voilà, je l'utilise vraiment, il est comme ça déployé devant moi, et quand j'ai besoin, j'ouvre les volets que je veux. Donc là, c'est un écran à plat, voilà. Appelons ça comme ça, donc il y a paysage, portrait, et puis à plat. Voilà, donc pour moi, c'est un écran à plat. Je le mets là, mais il fait partie des bons élèves. J'adore ce jeu, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, vivement la VF qui arrive bientôt. Je ne sais pas dire si je vais vous présenter la VF ou la VO. J'ai les deux, j'attends la VF, donc on verra. Donc voilà ce que moi je considère comme étant les trois types d'écrans que je connais. En tout cas, s'il y en a d'autres, dites-le moi en commentaire. Mais moi, c'est ceux que je connais, c'est ceux que j'utilise. Bien, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui fait pour moi un bon écran? Voilà. Et je vous propose tout de suite de commencer par ce que je considère comme étant un des meilleurs écrans que j'ai pu utiliser, c'est-à-dire l'écran de Pathfinder 2. Voilà. Alors, côté joueur, déjà, hop, je le prends comme ça, c'est pas l'écran qui me fait rêver. Voilà, il y a des illustrations qui sont fort jolies, mais elles ne sont pas extraordinaires déjà. Et puis surtout, ce n'est pas la même illustration. Ce n'est pas vraiment le plus bel écran. Par contre, du côté MJ, là, j'ai tout ce qu'il me faut en termes de MJ. J'ai les résumés des jets, j'ai toutes les conditions, Pathfinder 2 et ses innombrables conditions sont là pour que je puisse m'en souvenir. J'ai les actions par skill, donc par compétence. J'ai comment définir des niveaux de difficulté si jamais j'en ai besoin. Voilà, j'ai des résumés pratiques de règles, les trucs de soins et tout.
Donc tout ça fait que c'est un écran que j'ai vraiment aimé utiliser en partie, même si il n'est pas sans défaut. Et maintenant, je vais vous montrer le meilleur écran que j'ai vu à ce jour, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, c'est l'écran de Donjons et Dragons 4ème édition. Voilà, qui côté joueur déjà a une illustration qui est juste folle, voilà, elle est vraiment superbe. C'est une illustration donc continue qui, je trouve, qui raconte une histoire. En tant que joueur, je peux vraiment m'y plonger facilement. Et en tant que MJ, j'ai absolument tout ce que j'ai besoin. J'ai vraiment tout. Il combine tout ce que fait de bien Pathfinder 2 avec son écran. Et en même temps, il me permet de trouver tout ce qui est pris, par exemple, sur ma gauche, voilà, j'ai la boisson, la nourriture et l'hébergement. La bière, c'est 2 pièces d'argent la chope, ça fait cher. 5 pièces d'or la bouteille de vin. Nourriture, le repas, c'est 2 pièces d'argent. Voilà, donc j'ai vraiment tout ce qu'il me faut sur un écran, 4 volets. Là, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin sur un écran. Voilà. En plus, c'est bien rangé. On a les conditions à droite, le résumé des actions de combat vers le milieu, tout ce qui est un peu plus optionnel, donc les distributions des points d'expérience, les boissons et tout ça sur la gauche. C'est vraiment le meilleur écran que j'ai dans ma collection. Et c'est du Donjons et Dragons 4ème édition. Et en plus de ça, euh, l'illustration est juste magnifique. J'ai vraiment rien à dire et la qualité est au rendez-vous. C'est un écran en dur, voilà, superbe. Et tant qu'à parler des bons élèves, je ne peux pas ne pas parler de l'écran des Champs de l'Os. Les Champs de l'Os, c'est un jeu que je vais vous présenter bientôt, qui a une des plus belles illustrations côté joueur. Voilà, c'est aussi du carton. Voilà, c'est vraiment une illustration que je trouve formidable, qui invite vraiment à l'aventure, à la découverte. C'est magnifique. Donc c'est Axel Bouet qui est autrice du jeu et qui est aussi illustratrice dans la vie. Donc c'est elle qui fait les illustrations du jeu. C'est une des autrices du jeu, parce qu'elles sont trois. Et puis donc côté MJ, j'ai tout ce qu'il me faut. Les résumés des règles, le résumé du combat, comment donc utiliser le champ de l'os. C'est vraiment superbe. Et on a aussi tout ce qui est boisson, les services, etc. Donc c'est vraiment un écran qu'il est bien. Il est parfait. Euh, je pourrais le mettre au niveau de DD4 au final, enfin de l'écran de DD4, parce que l'écran de DD4 a tout ce qu'il faut, au même titre que les champs de l'os. Celui des champs de l'os est un peu plus réduit, mais parce qu'il y a sûrement aussi moins de choses. Donc voilà. Et il y a aussi une chose que je n'ai pas précisée, c'est que beaucoup d'écrans, comme celui que je vous ai déjà montré de Slay Industries, qui est ici, jeu superbe aussi qu'il faut absolument que je vous présente, avec un système qui est très sympa mais qui peut surprendre aussi, mais on en reparlera quand ce sera l'heure. J'ai beaucoup trop de trucs à vous présenter, c'est l'enfer. Donc là on a aussi un superbe écran, donc côté, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais côté joueur, elle est magnifique. Et côté MJ, eh bien, on a aussi toutes les informations qu'il nous faut, même si là, il y a un petit peu moins, mais c'est dû au jeu aussi, il y a un peu moins ce côté allons à l'auberge commander des choses. On a le prix par contre de tout ce qui est munitions et tout ça, parce que ça a une importance dans le jeu. Et puis surtout, ça me permet d'aborder une chose que j'adore donc dans les deux écrans précités, puis dans d'autres écrans aussi, Pathfinder 2. Il y a même certains écrans que je considère comme étant des mauvais élèves qui ont ça aussi, alors que Slay Industries, pour le coup, ne l'a pas. C'est tout simplement le numéro de page dans le livre de base où retrouver cette information si on veut plus d'informations. Parce que qui ne s'est jamais retrouvé en partie avec une question qui n'est pas très claire sur l'écran où le joueur a totalement oublié comment ça marche ou quelque chose comme ça, et puis on se retrouve à chercher dans le livre de base. Si c'est en rapport avec quelque chose dans l'écran, c'est quand même pratique de savoir que, voilà, je prends l'exemple de l'écran des D4, hop, voilà, tac. Je prends l'exemple de récompense en points d'expérience, et c'est dans le guide du maître à la page 120. Si je prends la nourriture, les boissons, nourriture, hébergement, c'est dans le livre du joueur, page 222. Voilà, et etc. Les sources d'éclairage chez Guide du Maître, page de 67. Donc on peut retrouver comme ça facilement les choses dont on a besoin si on a des questions. C'est tout de même fort pratique. Les champs de l'os là aussi, comme je disais, il y en a le Pathfinder là aussi. Il y a d'autres jeux qui l'ont. Bien, maintenant voyons quelques mauvais exemples et après je ferai un résumé de tout ça. Donc si je prends par exemple l'écran d'Historia, illustration joueur, superbe.
Mais côté maître, eh bien, j'ai des manques qui, moi, peuvent être impactants dans ma pratique. Même si il a quand même de très bons côtés, c'est pas un mauvais écran, hein, je l'ai mis là, mais j'aurais pu mettre Slay Industries à sa place, ils ont à peu près le même niveau pour moi. Mais en gros, lui, sur l'écran de gauche, vous avez une aide pour vraiment le jeu et surtout des choses qui vont changer par rapport à la 5e de base. Et au milieu, vous allez avoir des conditions. Et puis après, en fait, ça aussi, j'aime pas. À partir de un tiers de l'écran du volet du milieu jusqu'à la fin du volet, ça va vous permettre d'improviser des noms des différentes familles du jeu. Ça, c'est superbe. Je suis juste moins fan du fait que ce soit un peu coupé là. On dirait que la personne a fait ces choses en disant ça va rentrer dans un seul, puis à la fin, non, ah merde, bon, on va faire dépasser. Donc ça, pour moi, c'est pas super super. J'ai besoin de plus d'informations en tant que maître pour notamment retrouver le prix des choses, etc. Suivant les pays ou j'en sais rien, mais notamment à la place de ça, ici, au lieu de me mettre les récompenses et tout, même si c'est quand même pratique, je l'aurais mis plutôt au milieu. Les conditions, j'aurais réduit, et puis j'aurais mis tout ce qui est prix ici sur la gauche. Et pour moi, ça aurait été un écran superbe. Même si, je répète, c'est quand même un bon écran. Et d'ailleurs, justice va lui être faite. Je vais le mettre avec les bons élèves parce que le fait de mettre des générateurs de noms, ça on n'y a pas pensé aussi, on n'y en a pas parlé, mais pour moi le fait de mettre des générateurs de choses, de noms, n'importe quoi en fait, d'ennemis ou quoi que ce soit, c'est aussi très sympa de pouvoir les retrouver dans les écrans quand il y a de la place. Pour moi ça vient optionnel, il faudrait le mettre vraiment plutôt en bas dans la liste des priorités, mais avant création de personnage évidemment. Mais voilà, donc là il y a des générateurs de noms, donc si on veut improviser un PNJ, bah, c'est quand même vachement cool. Donc ça c'est très très bien. Et puis, mauvais élève dont je vous ai déjà parlé, Stalker. Alors là, on n'a rien qui va. Alors si, on a une illustration qui est jolie, très très belle, qui est gâchée complètement par le logo du jeu. Voilà. Et puis bah sinon voilà à l'intérieur hein, je vous montre un volet donc on a écrit Stalker en gros donc ça prend une place folle. Ici en bas on a tous les rappels légaux donc voilà l'entreprise où est-ce qu'elle est domiciliée. Limite ils auraient pu mettre le... Est-ce qu'il y est? Ah non. Je me suis dit limite ils auraient pu mettre le numéro d'appel du service client histoire qu'on puisse l'avoir en partie ça pourrait être pratique. Mais on a tout. Voilà on a toute l'information légale de l'entreprise qui prend ce bout là. C'est juste ridicule. Là, pour moi, c'est vendre un écran pour vendre un écran, histoire de dire, vous avez vu, mon jeu, il a un écran. Ça ne sert à rien du tout. Si vous achetez le Stalker, le jeu de rôle, je vous invite à aller voir ma critique si vous ne l'avez pas vu, mais sincèrement, passez-vous de cet écran, il ne sert à rien. Même si, je vous dis qu'il ne sert à rien, en termes d'écran, c'est vrai, mais attention, souvent, les écrans sont fournis avec d'autres choses. Ils sont généralement fournis avec un scénario, un livret en fait généralement. Donc généralement il y a un scénario dedans, ou alors vous allez avoir des aides de jeu. Par exemple celui de Fantasy Edge que je n'ai pas, il est fourni avec des fiches où on peut des fiches d'initiative, des choses comme ça, des petites cartes pour noter des rappels, des choses comme ça. Donc tout ça font que des fois des écrans qui sont bof, s'ils ont un prix compétitif et qui sont fournis avec des choses, peuvent valoir le coup. L'écran, là il est un peu rangé quelque part, je l'ai plus. Mais l'écran de Iron Kingdoms, donc pas la version 3.5, la version qui est sortie après, et pas la version 5e qui vient de sortir maintenant. C'est compliqué, suivez un petit peu. Donc l'écran d'Iron Kingdoms, l'écran Unleashed, était fourni avec une battle map en carton. Donc c'est vous aviez votre écran, puis vous aviez des cartons de battle map. Voilà, où vous pouviez, alors c'était des battle maps basiques, mais dans le pack il y avait un écran, il y avait un scénario et des battle maps en carton dur, des plaques en fait qu'on pouvait utiliser pour faire jouer le scénario qui était fourni dans l'écran. Donc voilà. Donc parfois, bah, c'est aussi pour ça des fois que j'achète les écrans, c'est tout simplement pour le livre de base et puis un scénario. Et puis bah, le tout fait que j'ai assez de matériel pour jouer, être MJ à l'aise avec mon écran et puis mon petit scénario à faire jouer. S'il n'y a pas s'il n'y a pas de scénario dans le livre de base, ça peut toujours être pratique d'avoir un petit scénario pour commencer. Voilà, c'est hors sujet, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Quand je démarre un jeu, je fais toujours jouer une campagne et un scénario du jeu en question pour comprendre un petit peu ce que l'auteur ou les auteurs ont voulu faire de leur jeu, comment est-ce que eux ils voient le déroulement d'une partie, la structure d'un scénario et tout ça.
Donc généralement, je me sers d'un scénario officiel. Avant d'aller faire quelque chose de maison, je préfère toujours utiliser ce qui m'est déjà fourni pour me permettre de mieux me faire une idée du jeu. Voilà, là-dessus, je pense que j'ai quand même déjà pas mal parlé des écrans. Donc si on résume un petit peu, qu'est-ce qu'il nous faudrait dans un bon écran selon moi? Eh bien, déjà, une illustration côté joueur qui soit vraiment agréable, avec pas mal de petits détails si possible un peu partout pour ne pas tomber dans l'effet redondance, parce que sinon ça devient vite chiant en fait. Au bout d'un moment, les joueurs ne font juste plus attention à l'écran, puisqu'il est là comme ça, mais il faut qu'ils puissent les plonger dans la partie. Et puis surtout, il ne faudrait pas jamais mettre le nom du jeu sur l'écran côté joueur. Même côté MJ d'ailleurs. Ne mettez jamais le nom de l'écran côté quoi que ce soit. Parce que en fait on sait déjà à quoi on joue, on s'en fout de voir le nom du jeu, même si c'est un joli logo, franchement c'est pas terrible. Je prends l'exemple au hasard hein, que j'ai mis dans les bons écrans, hein, mais par exemple Eclipse Phase la V1, côté MJ j'ai rien à dire, c'est superbe, il y a tous les rappels qu'il faut, c'est génial. Par contre côté joueur, voilà, si vous comprenez pas que vous jouez à Eclipse Phase maintenant, mes amis, je sais pas ce que je peux faire pour vous, hein. Là, vous avez un énorme Eclipse Phase au milieu, enfin en haut plutôt, qui est plutôt bien intégré quand même, faut bien le dire. Mais c'est un peu dommage, et si je prends l'exemple de Pathfinder par exemple, là c'est pareil. Là il est même pas bien intégré, il est juste mis là parce que voilà, Pathfinder 2, boum, il est là comme ça, et terminé. Ça, c'est vraiment un peu dommage, je trouve un peu mal intégré en plus. Donc il ne faudrait jamais avoir le logo du jeu auquel on joue, parce que tout le monde est là pour jouer au même jeu, et donc personne ne va arriver à une soirée jeu de rôle en se demandant à quoi ils vont jouer ce soir, ou à moins que ce soit fait exprès. Et dans ce cas-là, autant en plus ne pas mettre le nom du jeu, c'est encore plus fun. Mais sinon, voilà, euh, tout le monde a fait son perso à l'avance, c'est la première soirée de jeu, on arrive pour faire la chose, et puis à quoi on joue déjà, c'est quoi le jeu? Non, ça n'arrive pas. Donc voilà, enlevez-moi ce logo du jeu, mettez-le, donc là c'est plutôt pour les éditeurs, mettez-le sur les visuels de promo, j'ai pas de problème avec ça, en spécifiant qu'il ne sera pas présent sur l'exemplaire public. Donc une illustration sympa côté joueur et pas de logo. Et puis bien côté MJ, là il me faut un résumé des phases qui prennent un peu plus de temps, un peu plus complexe, par exemple la phase de combat, ou je sais pas moi, si c'est un jeu qui est très pointilleux au niveau des règles sur l'échange social des castes ou des choses comme ça, il me faut ces règles-là. Il me faudrait aussi tout ce qui est vente de produits ou de services courants, donc le prix de la bière dans l'auberge, le prix du cheval, d'une nuit à l'étable ou n'importe quoi. Bref, ce genre de choses-là. Et puis après, à côté des règles essentielles, eh bien, on peut mettre tout ce qui est générateur de choses, donc générateur de noms de PNJ, générateur d'aventures, de monstres s'il y a besoin, mais ne pas mettre la création de personnages dans l'écran, ça n'a aucun sens. Voilà. À moins que ce soit un jeu dans lequel on peut faire son personnage en partie parce que les personnages meurent rapidement, hein, dans un jeu un peu fun. Oui, ça peut être pratique. Du genre une création de personnage en 3 étapes. Tu jettes un D6, ça détermine ta race. Tu jettes un D6, ça détermine ta classe. Tu jettes un D6, ça détermine une origine, j'en sais rien. Oui, dans ce cas, si la création de personnage se résume à ça, d'accord. Mais s'il faut aller voir des listes de talents à choisir, machin, personne va faire ça en partie. Enfin, je connais personne qui va faire ça. Surtout pour moi, pas moi. Dans ce cas, on va passer 45 minutes de la partie de 3 heures à faire le personnage de machin parce qu'il vient de mourir. Bon, c'est pas super quoi. Donc voilà, pour moi, un bon écran doit être la somme de tout cela. Mais surtout, pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est pour essayer de casser ces espèces de clichés du genre le paravent ou l'écran de jeu ne sert qu'à faire du bruit avec les dés derrière, à tricher, à voilà. Parce qu'évidemment, votre écran a d'autres avantages. Déjà, il crée une séparation visuelle, donc vous pouvez derrière cacher, je sais pas moi, vous jouez avec des figurines, vous venez mettre vos figurines derrière. Parce que si ou alors vous les mettez sur le côté caché, on s'entend, mais c'est la même chose. Si ce soir vous avez prévu que vos joueurs affrontent un dragon, ça sert à rien de préparer déjà le plateau avec le dragon dessus. Mais non, vous savez pas qu'il y a un dragon. Vos joueurs vont savoir qu'il va y avoir un dragon dans la soirée. Alors que si vous mettez votre figurine de dragon, votre figurine, je dis une figurine, ça peut être une figurine en plastique, une figurine en carton, peu importe, mais votre pion, si vous jouez avec des battle maps derrière votre écran et puis vous la sortez au bon moment, forcément l'effet est plus important.
Si vous mettez votre scénario ou vos aides de jeu personnelles que les joueurs n'ont pas besoin et ne doivent pas voir parce que ça pourrait les gâcher, je sais pas, par exemple des handouts, donc tout ce qui va être des lettres, des choses comme ça, eh bien vous les laissez à l'abri derrière votre écran. Ça fait plus clean, moi je trouve que ça fait mieux. Voilà. Et puis pour l'aider, après vous les jetez devant, vous les jetez derrière, ça je m'en fous, peu importe. Mais je ne veux pas que les écrans aient cette réputation, comme je peux le lire parfois, même dans des jeux. C'est ce qui m'a d'ailleurs très fortement déplu avec un jeu que j'ai là, et je reviendrai là-dessus quand je le critiquerai. Mais je veux pas lire dans un jeu, nous on n'utilise pas d'écran parce que nous, il n'y a pas besoin de tricher au dé. Non, c'est pas à ça que sert un écran. C'est un raccourci bête avec une pratique pour pallier un problème du jeu. Voilà. Si votre jeu n'a pas de mécanique pour prévenir les morts stupides, c'est que votre jeu est mauvais. Du moins à ce niveau-là. Voilà. Et après, au final, tout le monde, en jouant, corrige les problèmes de ce genre. Voilà, comme je disais, dans Cthulhu, les mauvais jets vont être palliés par un déplacement scénaristique ou par simplement le MJ qui va réduire tellement la difficulté que ça va être facile, ou il va permettre un autre jet ou des choses comme ça pour trouver les objets cachés, mais ça peut être d'autres choses. Dans D&D, vous avez les points de destin. Dans Insectopia, vous avez les blattes de chance qui vous permettent d'échanger une blatte avec le MJ, soit à votre avantage, soit à son désavantage. Donc voilà, vous avez ces mécaniques-là qui sont en place. Il y en a plein d'autres des jeux comme ça. Dans Fantasy Edge, il y a aussi des mécaniques comme ça. Dans le 2D20, il y a des mécaniques comme ça où on peut troquer du momentum en échange de la ressource du MJ. Voilà, on lui donne à manger à lui pour qu'il puisse plus tard nous en foutre plein la gueule. Mais en attendant, on a échappé au pire, quoi. Donc on a quand même des mécaniques qui existent pour prévenir ce genre de choses sans qu'il y ait besoin de tricher. Donc pour moi, non, un écran ne sert pas à tricher, mais c'est une mauvaise pratique répandue par des citations à la con. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Arrêtez de me dire que les écrans ça ne sert qu'à tricher parce que c'est faux. Et en aucun cas il faut se sentir mal si vous ne voulez pas utiliser d'écran. Je répète que c'est tout à fait legit. Je connais des gens qui n'utilisent pas d'écran et qui s'en sortent très bien. Et ben, tant mieux pour eux. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire moi j'utilise pas d'écran parce que je veux que mes joueurs ils aient accès à moi directement. Ça ne crée pas de séparation sociale de je sais pas quoi. Ok, si vous voulez, moi j'ai jamais ressenti ça. C'est un pense-bête. Voilà, un écran, c'est un pense-bête. Voilà, je pense avoir dit ce que je pensais des écrans. J'ai déjà fait une vidéo sur les accessoires de jeux de rôle. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Dans laquelle je reviens un moment sur les écrans et sur les différents types, voilà, les achetés dans le commerce, les écrans modulables, les écrans faits à la main. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais sachez qu'on peut aussi les faire à la main et des choses comme ça. Mais je finirai juste là-dessus. Si jamais vous êtes du genre à ne vous servir des écrans que pour l'illustration côté joueur, ou que votre écran à vous de votre jeu est à des superbes tables côté MJ, mais à une illustration dégueulasse côté joueur, mais que vous voulez quand même jouer à ce jeu-là, et que vous voulez pas proposer l'illustration dégueulasse côté joueur, ou que vous voulez proposer une illustration à vos joueurs quand même en partie, eh bien ce que vous pouvez faire c'est tout simplement utiliser deux écrans. Votre vrai écran qui va vous servir à vous, et un écran qui est généralement plus grand pour les joueurs. Et comme ça, ils auront une belle illustration, voire même vous pouvez le changer suivant les parties. Par exemple, voilà, vous jouez toutes les semaines, et ben une fois par mois, on va changer d'écran pour vous. Il y a tellement de jeux, je prends l'exemple de la fantasy, mais il y a tellement de jeux de fantasy que hop, on peut venir comme ça changer. Ça change un peu le visuel, ça change un peu l'ambiance visuelle de la table, si vous voulez. Donc voilà, c'est un petit conseil que j'ai déjà mis en pratique de mon côté à cause de Simbaroom. Mais voilà, vous pouvez très bien le faire. Personne ne trouvera rien à redire là-dessus. D'où l'importance, encore une fois, de ne pas mettre le logo du jeu. Parce que comme ça, eh ben, on peut changer. Et puis, bah, si on veut pour Donjons et Dragons utiliser l'écran, le visuel de l'écran de Pathfinder 2, eh bien, on n'a pas un gros Pathfinder dessus. Voilà, ça c'est chiant. Voilà. Eh bien, écoutez mes amis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!